Bonjour tout le monde, chers confrères, chères consoeurs. Mon nom est Marlène de Smet, comme déjà introduit par Dr Garassus. Et je voudrais commencer avec remercier l'organisation et surtout Dr Garassus pour m'avoir invité pour vous donner un petit exposé sur un travail qui me passionne et qui a demandé une grande partie de ma vie professionnelle, ce sont les statistiques en santé publique. J'ai une série de slides qui sont en anglais. Je suis néerlandophone d'origine, alors je vais essayer de m'exprimer en français. Je ne vais pas tout répéter ce qui est sur les slides, mais vous avez toute l'information. Au cas où vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours me téléphoner. Et maintenant, j'espère que ça va marcher dans le bon sens. Oui, voilà. Alors, l'Europe, l'Union européenne. On est combien dans l'Union européenne? On est plus que 500 millions de personnes. Il y a combien de pays dans l'Europe? 28. On est 28 pays. Encore, oui, effectivement, avec le Brexit, ça va changer. Mais alors, on est... J'espère que ça va marquer sur le slide. Voilà. On est 28 pays, au plus que 5 millions de personnes. Et avant de commencer avec l'exposé sur les statistiques, je voudrais d'abord vous informer un peu sur les institutions au niveau de l'Union européenne. Puisque les institutions, il y en a 3, ce n'est pas sur le slide, il y en a 3 qui sont importants. Il y a d'abord le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, ils se réunissent pour décider sur les programmes, les projets et surtout sur le financement. La deuxième organisation, c'est le Parlement européen. Et ça, c'est la voix du peuple. Et eux aussi décident ensemble avec le Conseil sur les projets et sur le financement. Et puis, le troisième pilote des institutions, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne, c'est comme une administration européenne qui consiste de différents directorats généraux. C'est en fait les ministères, comme les ministères. J'ai listé certaines sur le slide. Moi-même, je travaille dans le DG qui s'occupe des statistiques. Et on a un nom spécial, on nous appelle Eurostat, mais en fait, on est partie de la Commission européenne. Et à Eurostat, on travaille ensemble avec les instituts nationaux de statistiques et on est ensemble le système statistique européen. On a aussi ajouté les instituts statistiques nationaux des pays qui sont voisins mais qui ne font pas partie de l'Union européenne, par exemple la Norvège et la Suisse. Et dans chaque pays, c'est l'Institut statistique qui doit coordonner elle-même les activités des autres instituts ou bien des ministères qui fournissent les données officielles. Et pourquoi? Puisque nous, à la Commission, on veut se mettre ensemble avec tous les pays, c'est impossible d'avoir tous les interlocuteurs autour de la table. C'est pour ça qu'on demande à l'Institut statistique national de faire la coordination de toutes les statistiques officielles dans le pays, ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour les statistiques de la santé, puisque les statistiques de la santé dans votre pays, comme dans d'autres pays, viennent de toutes sortes de sources. Bon, alors ça c'est un peu l'Institut, les institutions. Maintenant, c'est important de vous dire quelle est la compétence de l'Union européenne dans la matière de la santé. Et en fait, cette compétence est pour l'instant au début de la compétence européenne.
Je vous explique pourquoi, puisque c'est uniquement à partir des débuts des années 90 que le traité de l'Union européenne, qui en fait est la base pour la coopération dans l'Union européenne, dans le traité, depuis les débuts des années 90, il y a un article sur la santé. Mais le plus important de savoir est que la compétence pour la santé, c'est surtout une compétence nationale. Comment le pays organise les actions de santé, l'organisation de santé, c'est leur compétence. Mais alors, qu'est-ce que la Commission, qu'est-ce que l'Europe a à dire? Nous, à la Commission, on peut toujours proposer des recommandations. Ça veut dire qu'on fait des recommandations, par exemple, sur l'accessibilité des soins de santé ou dans des domaines qui sont listés sur le slide. On peut peut-être faire des recommandations dans le domaine de la prévention et aussi, ce qui est marqué ici, des recommandations sur l'information de la santé. Et l'information, ça implique pas uniquement les statistiques, mais beaucoup d'autres types d'informations. Ça, c'est les compétences européennes en santé, c'est limité. Mais quelle est la compétence en niveau de statistique? Et là, on est beaucoup plus loin. Il y a des règlements qui règlent l'établissement des statistiques. Et c'est important, pourquoi? Puisque si on fait des statistiques, il faut quand même se mettre d'accord sur les idées de base, sur les définitions, sur les méthodes, sur la confidentialité. Et pour que tous les États suivent les règles, il faut vraiment une loi européenne. Et il y a une loi sur toutes les statistiques, par exemple aussi sur la confidentialité des données, mais il y a aussi des lois sur certains domaines. Et moi, j'ai commencé en année 94 avec les statistiques sur la santé publique et la santé au travail. Et ça m'a pris 15 ans de ma vie professionnelle pour établir les statistiques de base dans toute l'Union européenne et de les mettre dans la législation. Et maintenant, il y a une loi sur les statistiques de la santé. Je vais déjà tout de suite vous donner notre site web, là où vous pouvez trouver toutes nos données. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai mis en rouge ce qui est, à mon avis, le plus intéressant pour vous. Ce sont les Statistics Explained. Et alors, si vous tapez ou si vous cliquez sur Statistics Explained, vous avez par sujet des articles sur un sujet, par exemple, sur l'état de santé perçu, ou sur les causes de décès, ou sur les dépenses de santé. Là, il y a tout un article qui décrit les données, et à côté, vous trouvez les tableaux et les graphiques. Et si vous cliquez sur ces tableaux, vous pouvez tout de suite vous-même utiliser ces tableaux. Si vous voulez vraiment entrer dans la base de données, ça veut dire si vous voulez jouer avec les données, prendre les données uniquement pour quelques pays, uniquement pour une certaine période du temps, vous pouvez par le database, Euro-Based Data Tree. Mais à mon avis, ce qui est important pour vous, ce sont les statistiques explained. Et il faut savoir que dans les statistiques de la santé, vous tous, vous faites partie de nos statistiques puisqu'on compte les médecins et on compte les professionnels de la santé. Alors ça vous concerne, mais d'autre part, je voudrais aussi que vous pouvez l'utiliser puisque notre rôle est en fait de faire la collection des statistiques, surtout pour les institutions européennes, pour la Commission même, pour le Conseil, le Parlement, mais aussi pour tout le monde, pour les étudiants, pour la presse, mais aussi pour vous-même, pour les professionnels. Alors, ce slide vous donne tous les domaines dans lesquels on a des statistiques. Je vais donner quelques exemples sur des domaines. Ce qui est en rouge, ça veut dire que sur ce qui est en rouge, on a même des règles très spécifiques
qui sont réglementés, ça veut dire obligatoires. Dans les autres, c'est-à-dire le point 4 et le point 5, on est encore en train de formuler des lois spécifiques. Maintenant, on va faire le tour parmi les types de statistiques. On a, depuis que j'ai commencé en 1994, on a les statistiques causes de décès. Mais j'ai commencé avec une collection des données volontaires. Ça veut dire que j'ai demandé aux États membres, envoyez-moi vos statistiques de causes de décès. Mais très vite, je me suis aperçue qu'il faut donner des lignes, il faut donner des guidelines, sinon on ne sait pas comparer. Et nos collègues qui travaillent dans d'autres organisations, par exemple l'Organisation mondiale de la santé ou l'OCDE, ils font aussi la collecte des données sur les causes de décès. Mais là, j'ai vu qu'il y a un travail à faire. Et alors, moi, j'ai eu l'aide de 4 pays qui étaient déjà avancés dans le domaine de statistique de la santé. Et ces 4 pays, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Et vos instituts, surtout l'INSEE, mais aussi l'INSERM, ils m'ont aidé beaucoup à regarder étape par étape, dans chaque série de statistiques, par exemple sur les causes de décès, ce qu'il faut faire pour arriver à des statistiques harmonisées. Ça nous a pris beaucoup de temps, et même dans un domaine qui est, selon la plupart des personnes me disent, bon, on a les statistiques, il ne faut plus rien faire. Il faut faire quelque chose. L'application de la codification SIM. Il y a aussi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les résidents qui meurent dans un autre pays? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on les classifie dans les données? Qu'est-ce qu'on fait avec les rapports de qualité? Qu'est-ce qu'on fait avec la validation des données? Alors, tout ça, on a mis dans un règlement. Et maintenant, tous les États membres doivent suivre ces statistiques. Et c'est important quand même, les statistiques de mortalité. Pourquoi? Puisqu'on utilise les statistiques de mortalité pour calculer l'espérance de vie, mais aussi pour calculer les projections de la population. Comment va évoluer notre société dans 20 ans, dans 50 ans? On a besoin des statistiques de mortalité. Ici, c'est le data tree, par exemple, pour les causes de décès. Alors, je vous le montre, puisque une fois que vous êtes dans le data tree, vous pouvez cliquer sur n'importe quel tableau. On a les statistiques par cause, on a les statistiques par groupe d'âge, on a les statistiques, par exemple, avec tout ce qui est amenable death, ça veut dire que ce sont les décès qui sont à éviter, qu'on peut éviter ou même prolonger. Et on a tout ce type de tableau. Et ça, parfois, on met aussi nos statistiques dans des cartes géographiques. Et je peux dire que pour les statistiques, par exemple, causes et décès, on a les données jusqu'au niveau de la région. Et on utilise une nomenclature de unité territoriale statistique, ce qui est NUTS. Et là, on va jusqu'au niveau de la région. Vous allez remarquer que ce sont encore les anciennes régions de la France, puisque j'ai appris que maintenant il y a certaines régions. Oui, effectivement. Mais bon, ce sont encore les statistiques qui remontent à l'année 2013. Mais par exemple, là-dedans, vous pouvez trouver les statistiques de votre région. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise cette nomenclature partout dans les statistiques. Par exemple, si vous êtes dans la région de l'Aquitaine, par exemple, vous avez pour cette même région toutes les données, aussi bien dans l'industrie que dans la démographie, que dans l'emploi, l'éducation. Deuxième grand effort qu'on a fait, c'est sur les enquêtes de santé. Ici, en France, vous avez une enquête de santé. Ça veut dire qu'on prend un échantillon de la population, on leur pose des questions
Et après, on fait la collecte des données et on a un aperçu sur la situation de l'état de santé comme perçu par la personne même. On a commencé avec les collectes de données volontaires, mais ça n'a pas abouti à quelque chose puisque les systèmes étaient différents, les questions étaient différentes. Alors, on a travaillé pendant des années et des années pour avoir les mêmes variables dans l'enquête de santé. Et la première vague qu'on a fait sur les enquêtes de santé, c'est 2013-2014. Et ça sont des données très spécifiques au niveau individuel, au niveau aussi du ménage. Et l'intérêt est qu'on peut demander à une personne aussi bien son état de santé, mais aussi, par exemple, l'accès aux soins de santé, les modes de vie, si la personne travaille, oui ou non, le niveau d'éducation et tout ça. Et là, vous avez une liste de toutes les variables qu'on met dans une enquête de santé. Et là, c'est par exemple une type de statistique qui ressort de l'enquête de la santé. Et par exemple, pour la France, vous allez voir que le pourcentage des personnes qui disent qu'ils ont des besoins en soins de santé qui ne sont pas satisfaits, c'est à peu près 6%. Et dans ces 6%, la moitié disent de ne pas avoir les soins qu'il faut à cause de, par exemple, que c'est trop cher ou c'est trop loin ou il y a des listes d'attente. Ça, c'est une de nos statistiques qui est fortement demandée. Il y a aussi, je ne vais pas aller dans le détail, mais on a aussi d'autres enquêtes qui ont des éléments de santé dedans. Maintenant, on va lancer une enquête sur l'état de santé des enfants. Ce sont aussi des variables que vous pouvez trouver dans nos enquêtes. Là, il y a les enquêtes sur les enfants. On a aussi une enquête qu'on va faire chaque 6 ans sur la qualité de vie. Et la qualité de vie, on demande directement aux personnes est-ce qu'ils sont satisfaits de leur qualité de vie. Mais alors, il y a aussi des questions précises sur ce que vous voyez sur le slide, par exemple. On demande surtout des questions sur la santé mentale, puisqu'on a vu que la santé mentale est l'élément le plus important dans la qualité de vie perçue par les personnes. Troisième type de données, c'est sur les dépenses de la santé. Et là, on fait tout de suite un travail ensemble avec l'OCDE et l'OMS. Et alors, on demande au niveau national, puisqu'ici, on parle uniquement des données au niveau national, on demande aux administrations nationales de faire une collecte de données de dépenses dans 3 axes. Les dépenses par ce qu'on appelle provider, ça veut dire par celui qui donne les soins de soins de santé, par fonction, ça veut dire si c'est pour la médecine préventive ou la médecine curative, et par financing agent, ça veut dire qui est-ce qui vous donne votre argent. Et là, c'est un système qui est dans 3 dimensions. Je n'ai pas d'exemple, mais vous pouvez vraiment aller dans la base de données et vous pouvez cliquer aussi bien sur le provider ou sur la fonction ou sur le financing agents et vous avez toutes les dépenses des États de l'Union européenne. Du fait qu'on le fait ensemble avec l'OCDE et ensemble avec l'OMS, on a le même système au niveau mondial et on a le même système pour les pays riches qui sont collectés par l'OCDE. Mais uniquement le système de Eurostat de la Commission européenne est obligatoire. Les 2 autres organisations, ils ne savent pas faire des lois. Nous, on sait faire des lois,
ce qui vraiment est une bonne cause pour la qualité de nos données. Quatrième élément, c'est tout ce qui est soins de santé, mais qui n'est pas lié aux dépenses. Tout ce qui est ressources, vous-même, nombre de médecins ou nombre de professionnels de santé, et tout ce qui est, par exemple, outcome related to les hôpitaux, hospital discharge data. Mais on n'a pas encore un règlement. On est en train de travailler là-dessus, mais on n'a pas encore. Et le slide vous montre dans le détail, vous pouvez voir après, ce que nous, on fait spécialement et ce qu'on fait ensemble avec l'OCDE. Par exemple, ici, on va dans le détail au niveau régional. Et là, je donne par exemple, comme d'ailleurs Dr. Garassus a montré aussi, je donne pas un bar chart, mais une carte géographique au niveau régional. Cinquième élément, et ça c'est le statistique le plus dur de tous, mais je dois dire que j'y tiens fort puisque je trouve que c'est important. Et ça sont les statistiques de la morbidité sur les maladies. Si on nous demande quel est le chiffre de diabète, patients diabétiques, ou la prévalence ou l'incidence de certaines maladies, au niveau européen, on ne sait pas le dire. Sauf pour les maladies infectieuses ou pour le cancer, on n'a pas de données. Et alors, on a travaillé avec les États membres ensemble et on a construit un manuel. Un manuel avec des guidelines. Comment faire la collection dans les pays mêmes sur les statistiques de la santé. Et on a fait une liste de à peu près 80 maladies. Et pour l'instant, il y a un projet pilote qui se déroule depuis 2015 avec la France aussi sur ces manuels et sur ces statistiques sur les maladies. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à chaque pays de se mettre ensemble avec toutes les institutions ou des sources potentielles sur les maladies. Et là, par exemple, vous êtes probablement aussi d'une façon ou autre impliqués. Et puis, on demande d'écrire les sources de données. On compare les méthodes. On peut même lier les bases de données, data linkage. Et on a vu qu'il y a un progrès. Et personnellement, j'espère qu'avec les nouvelles technologies, et on en a entendu hier, et j'ai vu aussi certains projets qui sont dans les stands à l'extérieur, que peut-être dans l'avenir, avec les nouvelles technologies, il se peut que nous, on peut en retirer beaucoup plus facilement les statistiques sur le nombre de patients sur certaines maladies. On ne doit pas savoir qui, on doit uniquement avoir une idée sur le nombre de patients. Pour l'instant, il y a un progrès dans notre projet. Ici, vous voyez tout ce qui est possible comme source de données, mais je suis sûre que dans l'avenir, ça va totalement changer. Je pense que je vais encore vous montrer 2 slides. D'abord, pourquoi est-ce qu'on utilise les statistiques de la santé? C'est pour les indicateurs de la santé. Et les indicateurs de la santé en Europe, j'ai mis aussi le lien. Chaque 2 ans, on a aussi un rapport sur l'état de santé en Europe. Le prochain est pour novembre 2017. Et dans l'évaluation économique sur l'Union européenne, on prend de plus en plus en compte aussi les données sur les soins de santé. Alors, ils sont utilisés aussi bien qu'à l'intérieur de la communauté que par le public en général. Là,
c'est encore une fois le site, et j'ai mis à côté deux pictogrammes qui sont peut-être aussi importants pour vous, et je dois dire à l'heure actuelle, c'est mon travail. Je donne des conseils à notre directeur général sur tout ce qui est mesurer la qualité de vie et sur mesurer aussi le développement durable. Et la santé fait partie aussi dans ces deux projets. Mais je me limite à ça. S'il y a des questions, je voudrais bien répondre à la fin de nos présentations. Merci. Je vous remercie sincèrement de faire un triomphe à Marlène, qui nous a présenté ça avec un esprit pédagogique exceptionnel, qui a réussi à lutter contre la somnolence postprandiale, et j'ai vu l'intérêt de tous sur un sujet qui pouvait paraître aride, mais clairement exposé, et qui est en fait, dans mon plaisir à moi, une mine de réflexion, de travaux futurs à venir, sur un principe partageable avec vous tous, qui est celui de la métrologie. En clair, mesurons ce que nous faisons, récupérons de la donnée, et à partir de ces données, projetons-nous pour réfléchir à une organisation optimale. Cette transition, Paolo... Paul, on a quand même envie, après l'exposé de Marlène, de lui demander, ça fait 25 ans qu'elle travaille sur ce sujet, si vous aviez 3 sujets principaux aujourd'hui à nous dire, quels sont les principaux enjeux? Est-ce qu'il y en a au niveau européen? Est-ce que les différences entre pays s'accentuent ou au contraire se restreignent? Et quels sont les enjeux pour les médecins de demain, les jeunes médecins qui vont être formés et qui... c'est quoi? C'est le cancer? C'est le vieillissement? Qu'est-ce que vous avez vu pas sur le processus de statistique, mais sur le fond? C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce qui domine dans ce que vous avez vu depuis 20 ans que vous travaillez là-dessus? Bon, alors, premièrement, je dirais les inégalités dans la santé. On voit les inégalités, surtout à travers nos enquêtes. On voit que, par exemple, les personnes en précarité, ils meurent une dizaine d'années plus tôt que les autres. Et il faut travailler pas uniquement sur la santé, mais aussi sur la situation sociale. Ça est pour moi une priorité. Et je pense que peut-être les médecins sont parfois, comme moi d'ailleurs dans le temps, j'étais confrontée avec une situation que je ne pouvais pas changer, mais qui est à la politique de changer. C'est peut-être la première suggestion. La deuxième, c'est l'accessibilité des soins de santé. Je dirais l'accessibilité, pas uniquement en termes de distance, mais aussi, encore une fois, une question d'argent. Et le troisième dans le futur, c'est que moi-même, je vois beaucoup de possibilités dans les nouvelles technologies. Ça ne m'effraie pas vraiment, sauf peut-être effectivement la cybersecurity, mais je suis pratiquement sûre qu'on va régler ça. Et alors, on doit nous-mêmes essayer de faire le maximum d'exploiter ces nouvelles technologies sans, et ça c'est important, sans oublier le contact humain. Puisque c'est la seule crainte que j'ai. Par exemple, on dit maintenant, on va suivre les personnes âgées par un petit, je ne sais pas comment dire, un dispositif, mais ce qui leur manque, c'est le contact humain. Et c'est ça, on ne peut jamais perdre de vue la vue de ça. Vous avez bien résumé en 1 minute un long débat qu'on a eu hier, donc merci. 25 ans de statistiques pour arriver à prioriser le contact humain. On est tous enthousiastes et mille merci.